Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il y a en effet une relance générale de la course aux armements. Après la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, on a assisté à une décennie du désarmement, mais depuis déjà assez longtemps, depuis le début du siècle finalement, une relance multiforme de la course aux armements. Des Américains d'abord, qui malgré le fait que leur puissance militaire ne les avait pas protégés contre les attentats du 11 septembre, se sont relancés dans une course aux armements, au point d'avoir des dépenses militaires allant jusqu'à 740 milliards de dollars à cette époque. Les Russes ne sont pas en reste, mais en même temps, les Russes restent modestes, les Russes font peur, mais soyons clairs, les dépenses militaires russes sont de 60 milliards de dollars. Donc les Russes sont un défi stratégique, sont des défis politiques, mais ne sont pas un réel défi militaire. Ils n'en ont pas les capacités. Les Chinois, par contre, après avoir pendant très longtemps observé une période de patience militaire, se sont eux aussi lancés dans la course aux armements. De façon plus modeste que les Américains. 200 milliards de dollars, c'est quand même déjà énorme, mais de façon constante et d'une façon qui inquiète non seulement les Américains, mais également les voisins de la Chine, qui eux n'ont pas les moyens de rivaliser sur le plan militaire avec les géants chinois. Et le problème majeur qui se pose, c'est la liberté de circulation dans la mer de Chine. Ce qui fait que des pays qui avaient des relations, disons, aisées avec la Chine, qui voyaient une nation commerçante, commencent à se sentir inquiets, et quelque part les Chinois commencent à susciter de l'inquiétude chez des pays qui auparavant avaient une relation calme et confiante avec eux. Et donc tout ceci, s'il faut ajouter le Proche-Orient, s'il faut ajouter effectivement l'Europe avec cet objectif de 2% des dépenses militaires par rapport au PIB qui est l'objectif de l'OTAN, on voit que nous assistons à une course générale et je dirais presque effrénée, une course aux armements qui, très franchement, d'un point de vue sécuritaire, n'est peut-être pas tout à fait rationnelle. L'Europe est mise au défi. Elle est mise au défi par la Russie, bien sûr, et d'ailleurs il est paradoxal que les relations avec Moscou sont encore plus difficiles que du temps de l'Union soviétique, où pourtant il y avait une menace militaire directe. Mais il est vrai que l'annexion de la Crimée, les déstabilisations de la Géorgie, de l'Ukraine pèsent, et que on se concentre peut-être un peu trop sur la Russie, ce qui nous évite de voir ailleurs. Parce que le véritable challenge est bien sûr chinois. Mais attention, ce n'est pas comme ont essayé de nous faire croire les Américains, tant au sommet du G7, du sommet de l'OTAN, la Chine pour nous, Européens, n'est pas un défi militaire. Elle peut être peut-être un défi militaire pour les Américains, mais pas pour les Européens. Et le grand danger pour les Européens, tant d'ailleurs par rapport à la Russie que par rapport à la Chine, c'est d'avoir un agenda qui est avant tout dicté pour des raisons culturelles, pour des raisons stratégiques, pour des raisons d'influence, pour des raisons de soft power, dictées par les Américains. L'objectif majeur pour les Européens, ça serait de définir leur propre agenda, qui parfois est tout à fait compatible avec l'agenda américain, mais qui parfois ne l'est pas. Et donc il ne faut pas avoir peur d'avouer ces différences, et si nous sommes uniquement le passager passif sur le siège arrière d'une voiture pilotée par les Américains, nous voyons bien, les événements de l'Afghanistan nous le rappellent cruellement, que nous ne pouvons pas entièrement faire confiance aux Américains pour notre sécurité, et que celle-ci sera assurée si nous l'assurons nous-mêmes. Et c'est aussi d'ailleurs comme cela que nous convaincrons nos opinions publiques d'être nous-mêmes. Donc nous devons traiter par rapport aux défis chinois et par rapport aux défis russes selon nos intérêts européens qu'il faut d'abord définir. Je sais que c'est difficile puisque nous n'avons pas la même culture, que pour un pays comme la Pologne ou les pays baltes, la relation avec la Russie est plus compliquée, que pour l'Allemagne, la relation avec la Chine est aussi un peu différente, mais il faut travailler inlassablement à avoir ces intérêts communs européens, ce qui ne veut pas dire effacer la notion française. La France ne peut pas se dissoudre totalement dans un ensemble européen. Il faut à la fois jouer le levier national et le levier européen, mais non pas s'effacer derrière un ensemble européen, parce que la France est un peu en avance en termes d'autonomie stratégique, en termes de volonté d'autonomie stratégique par rapport à nos voisins pour des raisons historiques, la possession d'une arme nucléaire, l'indépendance, la stratégie gaulo-mitterrandiste, etc. Et donc, il faut avancer, et quelque part, par rapport aux Américains, on peut dire que successivement, la politique de Trump et le lâchage de Biden nous font un double rappel. Nous devons, pour notre intérêt, définir nos intérêts. Et attention, l'autonomie ne s'oppose pas à l'alliance. L'autonomie s'oppose à la dépendance. Et donc, si nous sommes autonomes les Américains, cela ne viendra pas mettre fin à l'alliance, cela viendra mettre fin à la dépendance, ce qui est tout à fait différent.
Sur la cybersécurité, la seule réponse est le multilatéralisme, et je dirais que le multilatéralisme est la seule réponse pour le terrorisme, pour le réchauffement climatique, pour la gouvernance globale. Et donc en fait, c'est ça le vrai défi. Quelle que soit la différence des régimes politiques, c'est d'aller vers le multilatéralisme. Et effectivement, la cybersécurité vient créer un espace nouveau. Il fut un temps où il n'y avait pas de guerre dans l'espace, puisque l'espace n'était pas un espace stratégique. Et depuis, on sait que c'est aussi une source de rivalité. Et désormais, le cyber est la nouvelle frontière de l'opposition, avec quelques particularités. Une attaque cyber est nettement moins détectable qu'une attaque par missile. Et donc, on ne sait pas d'où vient la menace qui est à l'origine d'une éventuelle attaque, et c'est en ce sens-là que c'est extrêmement déstabilisant. Même si on arrive à le savoir, il peut y avoir du temps de retard. Donc, il est vraiment extrêmement important de ne pas penser que l'on peut survivre seul, que l'offensive est la meilleure réponse, que on pourra se protéger seul par rapport à cela, et qu'il faut, dès le départ, mettre des règles multilatérales. Prenons finalement l'espace antarctique. On a signé en 59 un traité sur l'Antarctique pour exclure cette zone de la compétition internationale. Même si c'est plus difficile parce que c'est moins contrôlable, il faut faire la même chose sur la cybersécurité. Et quelque part, nous avons tous y gagné parce que si les grandes puissances et les États ne se mettent pas d'accord, qui va gagner? C'est le crime organisé. Et en fait, le véritable défi, ce n'est pas de savoir si la Chine, les États-Unis ou l'Europe vont mener la barque, c'est de savoir si nous serons capables de faire face dans ce domaine au terrorisme, aux crimes organisés, qui sont une véritable menace.